Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être soutenus par un partenaire qui me tient à cœur particulièrement. L'École du management du tourisme IEFT. J'ai le privilège d'y enseigner et d'accompagner ces jeunes talents sur le chemin de leur réussite professionnelle et je vous avoue, y prendre beaucoup de plaisir. Cette école ne se contente pas de former des futurs experts du tourisme, elle façonne des esprits visionnaires et des acteurs du changement. À l'IEFT, l'apprentissage va bien au-delà des compétences. On y cultive des valeurs humaines essentielles, l'éthique, la coopération et l'esprit critique. Les étudiants sont encouragés à ouvrir leur regard sur le monde, à nourrir leur curiosité et à réinventer la manière dont nous voyons le voyage. Plus qu'une simple école, l'IEFT est une véritable communauté, un lieu où les pionniers d'un tourisme plus responsable et engagé prennent vie. C'est ici que se dessine l'avenir du voyage. Je tiens à remercier l'IEFT de nous accompagner dans cette aventure et de nous offrir le soutien nécessaire pour inspirer les générations futures à rêver d'un tourisme plus humain, respectueux et innovant. En cette fin d'année, je souhaite mettre en lumière des parcours inspirants de femmes qui réinventent le tourisme en France, en plaçant la reconnexion au vivant et à l'humain au cœur de leurs actions. Visionnaires et passionnées, elles nous invitent à voyager autrement, en harmonie avec la nature et les communautés locales. Actrices du changement, elles incarnent l'évolution vers un tourisme plus conscient, respectueux et porteur de sens. Avec Charlotte Noblet, créatrice du projet inspirant QG Marseille, nous découvrons un lieu qui bouscule les repères, au cœur des quartiers nord, une partie de Marseille souvent négligée par les visiteurs. Elle a su fédérer une communauté diversifiée et engagée, en organisant une multitude d'événements et de projets qui témoignent de son dynamisme et de son impact positif sur la vie locale. Animée par les valeurs de curiosité, convivialité et sérénité, QG Marseille offre une hospitalité authentique, ancrée dans les rencontres et le partage. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir au QG Marseille. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Et toi François, comment te sens-tu de bon matin ? Eh ben ça va très bien, je vois des croissants, des pains au chocolat, des jus de fruits locaux, des tasses qui sont prêtes à accueillir des personnes. Mais avant tout, j'aimerais savoir qui tu es, ce que tu fais et où on est. Donc moi, je m'appelle Charlotte Noblet. Je suis, comme le disent plusieurs personnes, la capitaine du bateau de QG Marseille. Donc tu es ici à QG Marseille, qui est un nouveau lieu marseillais, une nouvelle adresse, et qui, quand tu pousses le portillon, tu arrives dans un jardin, tu vois une maison. Mais dans cette maison se cache un projet. Et c'est un projet qui repose sur 2 axes. Tu as à la fois un lieu d'hébergement où tu peux être accueilli dans une chambre, dans un lit, où tu peux même réserver toute la maison pour toi, tes amis, ta famille, ton club de sport, peu importe, ton centre social aussi, et puis ton centre aéré. Donc ça, c'est la partie de la maison qui correspond à ce que moi je définis comme le lieu d'hébergement. C'est en général, ça accueille des personnes de l'extérieur, mais pas que. Il faut savoir qu'il y a aussi des Marseillais qui viennent passer une nuit ici pour diverses raisons. Et par exemple pour voir la mer ou des personnes qui veulent découvrir les quartiers nord, car tu es dans les quartiers nord ici. Et l'autre axe de ce projet, c'est QG Marseille en lieu de vie. Donc là, cette fois-ci, ça s'adresse plutôt à des Marseillais qui peuvent encore une fois pousser la porte de notre petit portillon vert, pousser le petit portillon vert et venir assister à un événement. Et on crée tout un programme qui est aussi sur proposition. Donc on est des petits nouveaux, on est depuis le mois de février. On a déjà créé une expo collective qui sera présentée par les personnes qui sont actrices de cette expo, à savoir les artistes. On a déjà accueilli une fanfare.
On a organisé un troc de plantes et on s'apprête à accueillir un théâtre dans le jardin. On va observer les chauves-souris ensemble. Voilà, tu vois, tout un petit programme qui se met en place une fois par mois. Tout le lieu, il est monté pour une seule et même raison, à savoir créer des rencontres. Bon, ça correspond, je pense, à ma personnalité, à ma trajectoire de vie jusqu'à présent. À savoir que avant de monter QG Marseille, moi-même, j'ai travaillé comme journaliste. Ce qui est un métier génial quand t'es curieux. Dans quel domaine? Alors, j'ai travaillé beaucoup en politique depuis l'Allemagne, c'est-à-dire j'ai rédigé des articles ou réalisé des reportages sur l'Allemagne pour un public francophone, essentiellement français. Et ça t'explique ce qui se passe en Allemagne, donc c'est le travail de correspondant qui repose sur les regards croisés. Donc, j'ai monté QG Marseille pour 2 raisons. Susciter des rencontres. Et une autre raison, c'est m'ancrer sur mon territoire, puisque après Berlin, maintenant, je vis à Marseille depuis maintenant une 15aine d'années. Mais je n'étais pas actrice de mon territoire. Et là, maintenant, je le deviens, doucement mais sûrement. Voilà la raison principale. Si on doit retenir une chose, c'est vraiment mon idée, mon souhait, c'est que QG, Marseille, soit vraiment un lieu de rencontre. Dans les critères qui sont indiqués sur le QG Marseille, il y a 3 mots qui sont extrêmement importants. Curiosité, convivialité et sérénité. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots et comment tu leur donnes vie ici dans ce lieu? C'est la création d'une nouvelle république. Ah. Non. Donc il y a quand même derrière une position politique mais au sens noble du terme. Non, je plaisante, il y a beaucoup d'humour. C'est la devise de QG Marseille, mais les 3 mots, la convivialité, la curiosité et la sérénité, c'est les choses que j'espère on peut trouver ici. À savoir la convivialité, c'est un endroit où c'est pas compliqué, on vient comme on est et on apporte justement sa richesse en tant que personne. C'est l'idée d'être à l'aise, de pas rendre les choses compliquées, c'est d'accueillir avec humanité. Et ensuite la curiosité, ça se retourne autour des échanges entre les personnes, parce que je pense que on a tout à gagner à être curieux, c'est-à-dire à poser des questions, à s'intéresser à l'autre et à ne pas se brimer dans ces démarches-là à l'autre ou à un environnement. Voilà, donc la curiosité pour moi est une grande qualité, elle est rarement déplacée. Et la sérénité, ça, je pense aussi que le lieu s'y prête. J'accorde une place importante à la nature, au vivant. Et ici, on a un jardin, les gens peuvent participer. On a déjà eu une dame qui est venue manger le jardin. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle m'a montré toutes les plantes comestibles qui existaient dans le jardin. Donc c'est un jardin qui est un peu comestible? C'est un jardin qui est beaucoup comestible, qui l'est, tu sais, même encore plus que ce que je ne pense. Il y a beaucoup d'herbes qu'on peut manger, très peu qu'on ne peut pas manger, qui sont toxiques, très peu qui sont toxiques. Bon, les lauriers qui sont quand même présents dans la région. Il y a aussi un carré potager qui est participatif. Et tout cet environnement, et je le vois aussi sur ce qu'on m'en dit, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être au vert, ça fait du bien d'avoir cet endroit où on peut se poser pour échanger, pour passer un moment, pour lire, peu importe, mais ça fait du bien. Et ça aussi, c'est la sérénité. Alors pourquoi avoir décidé de s'installer dans les quartiers nord de Marseille, qui ne sont pas les quartiers les plus touristiques qu'on connaisse de Marseille? Je suis même pas sûr qu'on en fasse une promotion touristique. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Je pourrais répondre en 3 mots. Et pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet endroit? La question m'est régulièrement posée, pour ne pas dire à chaque fois que j'ai une couverture presse. Alors, je vais répondre d'une manière toute pragmatique. J'habite moi-même dans les quartiers nord. Donc, pourquoi me frapper une demi-heure d'embouteillage pour aller accueillir des gens en centre-ville dans le bruit qui se frapperont eux-mêmes encore des embouteillages pour aller visiter les différentes attractions touristiques? Ça ne paraît pas une bonne équation au quotidien. Donc déjà, moi, habitant dans le quartier voisin de la Calade, je cherchais un lieu qui soit très proche puisque l'accueil à QG Marseille est humain. Vous n'êtes pas accueilli par un boîtier, vous êtes accueilli par une personne. Donc, il faut de la proximité, c'est très important. C'est la première des choses qui explique aussi la deuxième raison, à savoir que habitant moi-même ici, je connais les voisins, je connais les associations, je connais les acteurs du territoire. Donc, c'est beaucoup plus facile de monter un lieu en adéquation avec son environnement que de faire quelque chose hors sol.
Et enfin, la troisième raison qui est assez intéressante, c'est que les gens qui viennent dans les quartiers nord, c'est des gens qui, n'ont pas d'a priori. Faut que tu comptes là-dedans tous les étrangers qui ne lisent pas la presse francophone, qui exercent un certain bashing sur Marseille, il faut quand même le dire. Donc tous les étrangers viennent parce qu'ils voient la proximité de QG Marseille avec le centre-ville et bien sûr les attractions touristiques, la Bonne Mère, le Mucem, etc., qui veulent visiter quand on connaît pas la ville, et ça c'est bien normal. Donc eux, ils ont une orientation géographique et ils voient bien, ici on est à 10 minutes du centre-ville, il y a un jardin, une maison, non mais c'est parfait, c'est nickel, on y va. Voilà, ça c'est un type de public. Il y a un autre type de public qui se dit, les quartiers nord, mais ça a l'air chouette, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas ce qu'on nous montre à la télé. Ah là là, mais il y a des gens qui font des choses alternatives, il y a la Cité des Arts de la Rue, il y a des promenades alternatives, le port, on peut aller dans des musées, dans le port, mais c'est formidable, je viens. Il y a ces personnes qui cherchent, je pense, une découverte hors des sentiers battus, pour ne pas dire hors de la carte, puisque nous ne sommes pas sur la carte touristique de Marseille. Donc on est non seulement hors des sentiers battus, mais également en dehors de la carte. Donc ça, c'est vraiment un tourisme insolite, je voudrais dire. Et le dernier type de personnes, c'est des personnes qui viennent ici, qui sont curieuses, qui ont quand même des a priori, qui ont pris sur elles-mêmes pour venir dans les quartiers nord et qui me disent « ça va, c'est pas dangereux quand même, pour la voiture c'est ok, c'est bon, ça ». Je dis « mais oui, c'est bon, je vais vous passer des gilets pare-balles et puis c'est bon, vous inquiétez pas ». Donc il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être rassurées et je le comprends. Et je les félicite d'avoir réussi à faire le petit pas pour venir jusqu'ici, qui finalement n'est qu'à 10-15 minutes du centre-ville. Donc je répondrai à ta question, pourquoi les quartiers nord ? Tout simplement parce que ici on est bien. J'aimerais aussi déconstruire certains a priori. Et puis il y a beaucoup de choses à découvrir dans les quartiers nord et on y vit bien, on y vit vraiment bien. Donc voilà les raisons pourquoi dans les quartiers nord. Comment ce projet que tu fais vivre au quotidien te nourrit humainement ? Déjà, je te rencontre aujourd'hui. Si j'avais pas le projet, je t'aurais pas rencontré. Tu vas voir les C'est gentil, c'est sympa. Je suis flatté. Ça permet de montrer les différentes dynamiques qui existent. Tu vas voir différentes personnes aujourd'hui qui vont pousser le portillon, qui participent seulement après 2 mois d'ouverture et la plupart de manière complètement volontaire, c'est-à-dire sur leur propre initiative, leurs propres idées, participent au projet en le trouvant très chouette. Donc toutes ces personnes, j'ai pu les rencontrer grâce au projet. Et les personnes que j'accueille, là, il y avait les derniers jours, il y avait une famille qui venait de Igny, c'est dans la région parisienne, qui a passé un très bon moment, qui était très chouette. C'est toujours des moments d'échange. Donc je les ai rencontrés grâce au lieu. La même chose avec 2 dames qui étaient de Caen, qui, je pense, ont vraiment compris l'ADN du lieu, qui ont participé à l'événement qu'on organise chaque mois, qui ont vraiment vécu un séjour formidable ici, qui me l'ont dit. Ça m'a permis de rencontrer ces 2 chouettes personnes. Donc moi-même qui ai monté tout ce lieu pour créer des rencontres et moi-même aussi rencontrer des personnes, l'aventure elle commence plutôt bien, doucement mais sûrement comme on dit. Donc tu es au milieu d'un bouillon de culture. Je suis au milieu d'un bouillonnement d'idées. Il y a aussi beaucoup de choses pratiques. Il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. C'est pas une aventure qui est facile. C'est comme si t'as un bateau, je vais pas dire un gros paquebot, non, c'est plutôt un gros voilier, et puis tu dois apprendre à manœuvrer ce gros voilier pour l'emmener où toi t'as envie d'aller, ou bien finalement quelqu'un qui est à bord qui te dit mais regarde, on pourrait faire un petit détour par là, et pourquoi pas, allons-y. Est-ce que tu n'es pas en train de développer une certaine forme de tourisme de proximité, et que à travers les actions que tu mets en place, c'est pas quelque chose qui risque de prendre beaucoup plus d'ampleur et qui peut contribuer justement aux enjeux environnementaux, aux enjeux par rapport à la réduction des émissions carbone, mais aussi aux enjeux sociaux, à rapprocher les gens. Est-ce que c'est la direction que tu prends, le tourisme de proximité ? T'as exactement compris l'ADN de QG Marseille. C'est les 2 axes que j'aimerais développer et si je me projette, que j'aimerais voir émerger, à savoir que les gens se posent la question: quelles sont les vacances qui me font rêver? Quel est le voyage que j'aimerais entreprendre? Est-ce que vraiment t'as envie de te frapper 12 heures de vol long courrier pour aller au bord de la mer? Tu sais pas que là, à 20 km, on a aussi la mer avec des calanques que tu connais pas? Est-ce que
t'as envie d'aller dans un pays, toi, qui n'aime pas parler les langues étrangères, où tu pourras parler avec personne. Est-ce que t'as pensé à découvrir ton voisin? Faut que En fait, mon idée, c'est que de ramener les personnes à se poser les bonnes questions pour réaliser leurs rêves. Et moi, mon rêve à moi, oui, ça serait de proposer un tourisme de proximité, ce qui contribuerait, puisque l'impact des transports, c'est l'impact numéro 1 sur les émissions, la réduction des émissions. Donc, ça serait participer à une dynamique écologique, bien sûr. Et le tourisme de proximité permet aussi de créer du lien social. Seulement, mets-toi dans ma position et réfléchis comment faire. C'est ce que je fais. Moi, je me dis, très bien, tiens, on va favoriser la venue des Marseillais ici, la venue des personnes de l'étang de Berre, la venue des personnes du Luberon, de la région. Comment faire? Et là, tu rentres dans tout le système classique de l'hôtellerie, de la para-hôtellerie, des réservations instantanées, des annulations immédiates, tous ces algorithmes qui font comment tu présentes ton offre d'hospitalité. C'est hyper compliqué, tout est très codé. Moi qui viens du journalisme, je découvre cet univers et c'est pas facile de s'emparer d'un algorithme pour accompagner ton projet. Donc toute ta difficulté, elle est là. Moi, ce qui me plairait, ça serait de rencontrer des développeurs qui mettent une appli en place qui concurrence les grandes plateformes, puisqu'on est dans un domaine de concurrence, et qui permettent, de parler avec les personnes avant la réservation, c'est-à-dire de construire ensemble le séjour, d'amener les gens à réfléchir sur mais qu'est-ce que je réserve, pourquoi, et puis si j'arrive tard parce que je prends un train qui était pas cher et que j'arrive ici à minuit, quelle est la personne qui va m'accueillir derrière? Est-ce que peut-être elle aurait pas sa soirée à elle? Est-ce que je pense à tout ça juste pour gagner 10 €? D'amener cette réflexion auprès des gens. Je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Il y a des plateformes, mais qui sont toujours alternatives. Je pense aux oiseaux de passage. Je pense à nous, notre coopérative Hôtel du Nord, qui a été créée à Marseille et qui permet d'accueillir avec les habitants. Mais on est toujours marginaux. Aux côtés de Marion Gléréan, fondatrice de l'agence Nature Profonde, nous explorons ces moments magiques où l'inconnu en pleine nature devient une source d'inspiration et de réinvention. Ces rencontres inattendues transforment notre perception, ajustent nos trajectoires et éveillent nos consciences. Bonjour Marion, comment allez-vous? Bien, très bien. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est nature profonde? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le mot nature profonde, je l'ai choisi parce que ça m'évoque beaucoup de choses. D'une part, le mot nature, j'avais envie de l'avoir vraiment dans le nom de mon entreprise, parce que c'est vraiment l'activité principale de cette agence, c'est de se reconnecter à la nature. Et puis le mot profond, il vient parce que il y a quelque chose que je voudrais vraiment apporter avec ces voyages, c'est une intériorité, à la fois une intériorité et une extériorité. C'est pouvoir jouer avec les deux. Et donc, finalement, de se trouver soi-même au cœur de cette nature. Vous avez vécu votre enfance en Côte d'Ivoire. Vous avez été au Pérou, mais plutôt en Amazonie. Vous avez été en Australie. Vous êtes facilitatrice en biodanza. Vous êtes facilitatrice en éco-rituel. Tout ça, c'est en rapport avec le corps et avec l'humain. Pourquoi avoir développé cette activité de voyage de reliance? Moi, j'avais très envie de porter vraiment cette activité à plus grande échelle que simplement ma petite famille. Parce que je me rends compte que avec les enfants, quand on traverse une forêt, je les invite à regarder un petit peu les choses différemment ou à se laisser émerveillés par ce qui les entoure, à être dans une réceptivité finalement de ce qui est autour de nous et ce qui est en nous justement. Et surtout, j'avais envie de porter le message de sagesse, on peut dire, que j'ai entendu à plusieurs reprises tout au long de mes voyages.
Et ce message-là, c'était vraiment cette invitation de refaire corps, justement, avec notre environnement. Je l'appellerais plutôt même notre milieu, parce que on vit à un endroit, on vit dans un lieu, et c'est se retrouver en harmonie avec ce lieu. Et pour moi, ça, c'est un des messages les plus fondamentaux de différentes spiritualités que j'ai pu croiser au cours de ma route. C'est être dans cette attitude qui finalement nous fait nous comporter différemment, nous fait habiter le monde différemment, parce que on ne se considère pas, nous, humains, comme étant le centre du monde, ou dans cet esprit anthropocentrique, mais on fait partie d'une toile, on fait partie de la toile du vivant. Donc c'est toutes ces notions-là que je voulais apporter pour essayer d'impulser une autre façon de voir les choses, finalement. Par rapport à ce chemin de vie que vous avez eu, qui est Marion aujourd'hui? Moi, je dirais une femme avant tout, une maman, une personne qui aime l'humain, qui aime les êtres vivants, qui aime me balader dans des paysages minéraux, végétaux, etc. Et une femme amoureuse de la vie. C'est pas mal, ça fait du bien, ça. Alors Marion, vous avez créé une agence de voyage qui développe des voyages en France pour nous connecter à l'essentiel. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça veut dire quoi, à l'essentiel? Oui, mais ça rejoint cette question du mot de nature profonde, dans le sens où pour moi, souvent on a cherché à se dépayser, et moi la première, pour sortir de notre quotidien. On se dépayse, on veut aller dans un endroit qui est finalement exotique, ou qui est complètement à l'opposé de notre vie habituelle. Donc le voyage en soi est vraiment une opportunité énorme pour changer justement de point de vue, de fonctionnement, de façon d'habiter. En même temps, ça revêt une sorte de fuite, je trouve, à force d'avoir moi-même été dans cette attitude-là. Alors certes, il y a vraiment quelque chose de comment dire, que je préconise à tous, c'est cette ouverture culturelle et cette rencontre des richesses humaines. Moi, la première, quand je voyage, c'est vraiment parce que je vais aller rencontrer quelqu'un et qu'il va me montrer sa maison, ou qu'il va m'accompagner à tel endroit. J'aime beaucoup voyager de cette façon-là. Mais en soi, je trouve qu'il y a plusieurs types de voyages, là où finalement on se déconnecte de notre quotidien. Mais quand on revient, ça nous a fait une bouffée d'oxygène, mais ça nous a pas forcément redonné vraiment une nourriture à long terme, on va dire. Alors que là, mon souhait, c'est que finalement on apprend par les voyages que je propose, à nous reconnecter à ce qui fait sens pour nous, et c'est quelque chose qui va nous habiter durablement, parce que on va recréer des liens avec notre milieu, on va recréer une harmonie finalement entre notre propre quotidien et l'environnement naturel ou humain dans lequel on se trouve. Comment vous construisez ces voyages? Est-ce qu'il y a une méthode que vous utilisez qui est la vôtre et qui vous singularise? Eh bien, je dirais que souvent dans le voyage, c'est l'habitude de créer des voyages pour d'autres tour opérateurs. Ça va être de choisir une destination et puis finalement de trouver un guide qui va être un peu placé là pour accompagner, mais qui ne sera pas forcément quelqu'un du cru, je dirais. Alors, en tout cas, il peut être interchangeable. Souvent, c'est ça. Souvent, les voyagistes, ils organisent un voyage, et puis si le voyage part, eh bien oui, ils vont finaliser tout ce qui concerne la logistique, savoir qui ils placent comme accompagnateur, comme guide accompagnateur, etc.
Alors que moi, je l'ai pris dans le sens inverse, alors qui n'est pas des plus simples à organiser, je vous l'accorde. C'est même plutôt complexe. Mais dans le sens où je pars des personnes elles-mêmes, avec cette envie de trouver d'investiguer pour trouver les bonnes personnes qui entretiennent un lien avec leur environnement, avec leur forêt, avec leur montagne, avec leur jardin, tout simplement parfois, avec leur arbre centenaire, mais qui vraiment sont régulièrement en contact avec ces éléments. Et c'est parce que ils auront quelque chose à communiquer comme ça qui sera authentique que j'ai envie de les rencontrer. J'ai envie qu'ils guident les groupes, les petits groupes. Et donc je pars finalement de la rencontre que j'ai avec eux pour savoir eux ce qui les anime, ce qui les habite comme intention, pour ensuite bien voir où est-ce qu'on dirige le voyage. Est-ce qu'on va à tel ou tel endroit et qu'est-ce qui va s'y passer. C'est aussi un souhait qui est une personne qui accompagne le voyage tout du long, parce que il y a une nécessité d'avoir un fil conducteur, d'avoir une cohérence en fait sur le sens qu'on apporte tout au long du voyage, mais aussi ponctuellement à 2-3 reprises, par exemple sur un voyage de 5 jours, on va rencontrer d'autres personnes pour une expérience ponctuelle de 2-3 heures. Et pour moi, c'est une façon aussi de jongler les regards, enfin d'avoir d'autres points de vue, d'ouvrir sur d'autres approches. Donc ici, il va y avoir quelqu'un qui pratique un bain de forêt. Là, il va y avoir un conteur qui nous narre les légendes du coin. Une autre fois, ça va être un poème. Une autre fois, c'est avec tout ce qui est de l'expérience sonore. Donc voilà, chacun a des approches et je trouve ça tellement riche de pouvoir montrer tout ça que du coup, voilà, j'ai eu envie d'en faire un voyage. Est-ce que vous pensez que vos expériences en Amazonie, en rencontrant des peuples premiers, vous a inspiré justement à développer cette approche pour être plus en lien avec le lieu, plus en lien avec la culture locale, plus en lien avec, comment dirais-je, les vibrations locales ou d'un lieu? Bah oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup nourri parce que j'y ai trouvé une façon de se comporter différente qui impliquait donc vraiment tout le corps certaines fois. C'est-à-dire que les gens en relation avec cet environnement, avec leur milieu de vie, ils s'impliquent corporellement. Donc il y a à la fois une connaissance, mais il y a aussi une déférence presque vis-à-vis du vivant ou certaines espèces. Quand on entend un ancien dire que voilà tel arbre, ça représente vraiment le lien entre l'invisible et le visible. Il y a vraiment une notion là où oui, ce sont les gardiens de leur forêt qui peuvent transmettre comme ça. C'est passionnant, je trouve. Et et je pense que nous ici aussi, on a des gardiens de nos forêts. Donc c'est aussi retrouver ces gardiens-là pour pouvoir bénéficier de leur sagesse finalement. Donc il y a cette notion-là, mais il y a aussi la notion de certaines cultures qui ont, on va dire une attitude rituelle par rapport au vivant et qui intègre les cycles du vivant, que ce soit de la lune, du soleil et des saisons dans leurs habitudes quotidiennes, et puis les cycles des astres, donc à cette façon d'habiter le monde. Donc pour moi, c'est redonner à un langage symbolique toute sa puissance. À la fois quand c'est en groupe, eh bien c'est une forme de reconnaissance du groupe par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on peut avoir comme passage dans la vie, et donc finalement d'être nous-mêmes dans cette prise de conscience que oui, on a passé cette étape et c'est
on en prend toute la mesure en fait, grâce à un rituel. Et quand on le fait seul, c'est vraiment une façon de se connecter. Pour moi, régulièrement, je peux réaliser un rituel en nature. C'est vraiment une façon pour moi de me connecter à des choses qui sont plus grandes, qui m'échappent. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'expériences sensorielles et d'émerveillement. C'est regarder les petites choses qui nous surprennent. Oui. Oui, pour parler de cet émerveillement, justement, quand je disais ça me relie à quelque chose de plus grand. Et c'est ça, c'est se sentir tout petit finalement et face à quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est beau, que ce soit de l'ordre de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, que ce soit un coucher de soleil ou la minutie, le détail d'une fleur. Pour moi, l'émerveillement, c'est quelque chose qui nous relie à ce qui est plus grand et qui nous permet de nous sentir appartenir à ça. C'est à la fois être observateur et être observé. Au sein de votre agence, c'est quoi les règles d'or? Oui. Alors déjà, moi, j'ai choisi de faire un voyage des voyages où on est en France. En France parce que pour moi, ça a du sens de se reconnecter ici et maintenant avec nos sagesses à nous sur nos terres. Donc l'envie profonde, c'est ça, avec du coup la conséquence que écologiquement, c'est beaucoup plus vertueux, dans le sens où les voyages que je propose ne font pas de l'avion une nécessité. Je vais choisir des hébergements éco-responsables. Alors ensuite, comme il y a quand même une notion de découverte du territoire, pour l'instant, je suis encore avec des modes de transport carbone, mais au moins mutualisés. Donc c'est toute une démarche finalement qui se veut la plus intègre sur cette notion reliée l'écologie et la spiritualité. Et puis comme autre règle, il y a le fait d'avoir des petits groupes. Donc c'est une dizaine de personnes. Donc c'est propice à avoir à la fois une cohésion de groupe, à créer une cohésion, et aussi à avoir des moments pour cheminer intérieurement. Et puis comme je le disais, c'est la rencontre de personnalités locales inspirantes, donc avec lesquelles je tisse finalement, je co-crée ces expériences, ces voyages. C'est vraiment du cas par cas et du sur-mesure à chaque voyage. Le fait d'aller en extérieur, le plus possible en nature finalement, avec la nature. Avec la nature, ouais. Et que ce soit dans des lieux entre guillemets connus, mais surtout dans des lieux moins connus et hors saison. Donc c'est vrai que en plus un enjeu du tourisme, c'est de pouvoir développer, on va dire, des activités hors saison haute, hors été. Donc là, ça se prête tout à fait à ces petites escapades qu'on s'autorise en automne, en hiver, en printemps. Merci beaucoup, Marion. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.